Il y a 39 ans, Coluche lançait un appel sur Europe 1. J'en ai marre de voir les pauvres crever de faim. Nous sommes le marqueur de la précarité. Près de 100 000 bénévoles, 1 300 000 personnes accueillies. On ne peut pas aujourd'hui accepter que les bébés que nous voyons dans nos centres, ce seront les parents que l'on verra dans 20 ans. Notre seule réponse est l'action. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Conversation, où l'on plonge dans le quotidien de celles et ceux qui s'engagent pour un monde plus juste. Dans Conversation, j'ai le plaisir d'accueillir des personnalités engagées du monde associatif soutenu par le dividende sociétal de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous parlons d'engagement, de mission, de défis, un moment pour remonter le fil de leur vie et comprendre ce qui a façonné leurs idées et motivé leur combat. Dans ce deuxième épisode de Conversation, nous plongeons dans l'histoire des Restos du Cœur à l'aube de ses 40 ans. Bonjour Patrice, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour commencer, nous demandons à nos invités de présenter un objet qui symbolise particulièrement leur activité. Et je sais que vous avez amené quelque chose, c'est le moment de nous le présenter. Merci, puis bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre invitation. Alors, j'avais le choix, j'ai eu du mal à choisir, très sincèrement, mais finalement, ce qui revient le plus, c'est ce chasuble, qui est mon chasuble de maraudeur sur Marseille, et c'est probablement la mission à laquelle je tiens le plus. Il est déjà bien usé, mais j'allais dire de manière très fièrement, parce qu'on l'utilise beaucoup, voilà. C'est depuis 2014 que vous êtes bénévole au Restos du Cœur. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager au Restos du Cœur? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Alors, c'est une association que j'admirais depuis très très longtemps. Chaque année, lorsqu'il y avait des sujets courts représentant les activités, bien évidemment aussi les enfoirés, c'était les rendez-vous devant ma télévision. Et puis, l'engagement au Restos du Cœur, dans du bénévolat, c'est souvent le fruit d'une rencontre. Ça a été le cas. Donc une rencontre avec deux personnes qui m'ont dit « Mais tiens, si vous aviez un petit peu de temps à nous donner, peut-être qu'on aurait quelque chose à vous proposer. » Et puis comme souvent, on commence à mettre un petit bout et puis finalement on se retrouve très très engagé. C'est véritablement aujourd'hui un engagement qui concerne, je parle de moi, mais qui concerne tous les bénévoles, et c'est souvent cette rencontre-là qui fait qu'on passe le cap. Et cette rencontre, ça a été? Et cette rencontre, ça a été la possibilité de très rapidement comprendre que cette association, elle est faite des bénévoles qui la construisent. Et j'ai été extrêmement surpris, mais ému, de constater que les personnes que je rencontrais dans les premiers temps étaient toutes très engagées sur de nombreuses missions, pas qu'une. Et puis il y a eu... Pas qu'au Restos du Cœur. Et pas qu'au Restos du Cœur. Et puis j'ai eu un peu plus tard, en 2019, le décès de quelqu'un de très proche. Malheureusement, on s'est aperçu qu'après son décès, eh bien, il était extrêmement endetté et qu'à aucun moment, on avait pu s'en douter, une vie professionnelle, une retraite, une vie personnelle, familiale, et puis effectivement la découverte de ce qu'était aujourd'hui la honte de n'avoir pas pu faire appel à ses proches pour l'aider. Et puis le constat très simple, c'est que finalement cette précarité, cette pauvreté, elle arrive à n'importe qui, à n'importe quelle personne qui aujourd'hui connaît un accident de la vie, une maladie, le chômage, etc. Depuis 10 ans, quelles ont été vos impressions les plus fortes dans votre activité bénévole au sein des Restos du Cœur? Je crois qu'il y en a deux. La première, c'est la force de cet engagement. C'est de constater que des bénévoles de tous âges, on peut commencer à être bénévole au Restos du Cœur à partir de 16 ans, avec l'accord parental, jusqu'à des bénévoles qui ont plus de 70, 80 ans, et qui sont extrêmement actifs. Et ça, c'est pour moi une admiration, c'est une magie que je cherche à comprendre tous les jours, parce que ça fonctionne. Et puis deuxièmement, ce qui m'a beaucoup marqué depuis 10 ans, c'est cette précarité sans fin. C'est qu'à quel moment va-t-on se dire que finalement on va voir les chiffres diminuer? Et ça, c'est véritablement quelque chose qui continue à m'indigner et à me choquer aujourd'hui. On se souvient de septembre 2023, de l'appel que vous avez lancé, auquel nous avons répondu. Heureusement que nous n'avons pas été les seuls. Ça a été... j'ai considéré comme tel un moment très, très marquant, très fort, où vous avez dit « stop ». Si maintenant on n'agit pas,
on va se trouver dans une impasse et vous êtes devenu finalement incontournable dans la lutte contre la pauvreté. Oui, vous, association, vous, bénévoles. Les associations aujourd'hui ont un rôle essentiel, nous sommes le marqueur de la précarité. Aujourd'hui, les constats que nous faisons sur le terrain permettent effectivement d'avoir cette légitimité de pouvoir dire, au pouvoir public notamment, mais écoutez-nous, comprenez que ce que l'on vous dit, c'est ce que nos équipes, nos bénévoles constatent sur le terrain. Et oui, effectivement, cet appel de septembre 2023 était très orienté sur la structure associative en tant que telle, avec ce cri d'alarme qui disait « mais attention, aujourd'hui le niveau de précarité est tellement en hausse que même nous, associations, ne pourrions pas tenir longtemps si nous n'étions pas aidés ». Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est avant tout de faire en sorte que cette précarité, on puisse lutter contre elle à la racine. Et ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Et c'est là que votre dialogue, aujourd'hui, n'est pas toujours fructueux. Oui, c'est là que notre écoute, là, simplement le fait de pouvoir être entendu, écouter ce que vous disent les associations, parce que une historienne, il n'y a pas très très longtemps, me disait, vous savez, les Restos du Cœur, quand on voit vos 40 ans d'existence, presque 40 ans d'existence, vous êtes le sismographe de la précarité. C'est tout, c'est juste le reflet de ce que nos équipes voient sur le terrain. Président depuis 2021, donc long engagement, devenir président bénévole évidemment, d'une structure nationale aussi large, c'est prendre une sacrée responsabilité. Comment vous êtes arrivé à accepter cette responsabilité? J'imagine qu'on n'est pas simplement candidat. À un moment, on voit surtout qu'on va avoir un rôle important, une vraie responsabilité. Alors c'est déjà plusieurs mois de préparation. On ne devient pas président des Restos du Cœur ou présidente des Restos du Cœur par hasard. C'est-à-dire qu'il faut véritablement connaître cette machine. Vous le disiez, c'est près de 100 000 bénévoles, c'est 1 300 000 personnes accueillies. Et puis c'est la responsabilité d'une association qui est là depuis 40 ans. Moi, la principale responsabilité, la principale charge que j'ai eue, c'était cet héritage, l'héritage d'une association qui est là depuis près de 40 ans, avec des personnes qui ont été présentes sur des moments forts de cette histoire-là. Et puis c'est la responsabilité aujourd'hui de se dire qu'on est là pour pas changer le monde, restons humbles, mais peut-être d'apporter cette petite pierre qui fait qu'à un moment donné, eh bien peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont s'en sortir et connaître des vies un petit peu meilleures, grâce à nous et grâce à nos équipes. Vous faites ça alors que vous avez une activité professionnelle par ailleurs, donc ça signifie faire des choix, concilier un engagement bénévole et une vie professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois qu'une mission prenne le pas sur l'autre ? Les deux missions sont importantes. D'abord, ce bénévolat, j'y tiens. C'est une position statutaire. Aucun administrateur, ni national ni départemental, n'est rémunéré. Et je pense que je n'aurais pas accepté cette fonction si elle était rémunérée. On est tous là pour faire en sorte que nos frais de fonctionnement soient les plus bas possibles, et ils le sont à 3,8%. Cet engagement-là, il est essentiel qu'il soit bénévole comme le sont, parce que je suis finalement qu'un bénévole comme les autres, avec peut-être un peu plus de responsabilité et de charge de temps en temps. Voilà. Et avec une alchimie à trouver régulièrement entre les bénévoles, mais aussi les permanents que vous avez, qui permettent aussi de contribuer au fonctionnement, je dirais, dans la durée. Et qui sont essentiels. Aujourd'hui, nous avons sur tout le territoire national un peu moins de 500 salariés qui jouent un rôle très important au siège de l'association. Ce sont des compétences dont on a besoin. Et puis dans nos départements, pour appuyer également nos gouvernances bénévoles. Et c'est bien ça, le terme « appuyer ». Les salariés sont en appui des bénévoles. Complètement. En appui des bénévoles, et puis c'est un apport de compétences dans des métiers qui demandent aujourd'hui des exigences réglementaires, une mise à jour, une actualisation des compétences, et ils viennent absolument compléter les compétences que l'on n'a pas. Voilà. Ou que l'on n'a pas forcément toujours à jour quand on est à la retraite, on n'a pas forcément les compétences qu'on avait quand on avait l'actualisation des compétences qu'on avait quand on était en activité. C'est bien ce qui se fait dans la vie associative aujourd'hui, d'avoir ce complément entre la compétence, le professionnalisme et l'engagement qui est personnalisé, bien entendu, par les bénévoles. C'est aussi un petit peu ce qu'on connaît dans notre mouvement coopératif au Crédit Mutuel, puisque dans chacune de nos caisses de Crédit Mutuel, bien sûr, nous avons une équipe de salariés dirigée par le directeur qui est en contact des sociétaires et des clients, mais encadrée d'administrateurs qui sont des administrateurs complètement bénévoles, qui sont les représentants des sociétaires et qui veillent à ce que
la caisse de Crédit Mutuel, à ce que le Crédit Mutuel continue à bien remplir l'ensemble de ses missions. Et en tant que président, évidemment, c'est un point majeur que vous avez. C'est un vrai autre travail mission d'équipe. importante, qui est quand même de communiquer, parce que au Resto du Cœur, les éléments de communication sont importants, d'autant plus que vous voulez le faire avec des budgets le plus réduits possible, de telle sorte à mettre les sommes dont vous disposez au profit de la solidarité. Absolument, c'est important. Et cette complémentarité, elle est essentielle aujourd'hui parce que c'est véritablement un travail d'équipe. Et aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas assumer cette fonction bénévole sans avoir autour de nous, autour de moi, autour de la gouvernance de l'association, des équipes qui sont très resserrées et qui permettent d'agir en connaissant parfaitement les exigences, les besoins du terrain. Alors le terrain, parlons-en, puisque vous continuez régulièrement à participer à des maraudes à Marseille. C'est fondamental pour vous ? C'est indispensable. J'emploierais même un mot qui est plus fort, c'est vital. Je le faisais avant d'être président et je continuerai à le faire après la présidence des Restos. Ce sont des rencontres que l'on ne connaît nulle part ailleurs. Au-delà de l'utilité de créer ce lien social avec des personnes dont c'est parfois le bénévole est parfois la seule personne qui leur parle dans la journée, ce sont pour moi des rencontres extrêmement enrichissantes et mes meilleurs souvenirs au Resto du Cœur. Pourtant, dans ma fonction actuelle, j'en ai beaucoup. Bien sûr. Mais ces visages, ces sourires, ces rencontres font que de temps en temps, c'est même l'inverse qui se passe, c'est que quand ça va pas trop, parce que on a tous nos soucis dans la vie, eh bien, le simple fait d'aller passer du temps avec des personnes qui sont vraiment très en difficulté, eh bien, presque ça nous fait beaucoup plus de bien à nous qu'à elles parfois. C'est intéressant, ça aussi, ce que vous dites. C'est que même quand on a un engagement, on a un retour. On a toujours un retour. Les plus beaux retours, le plus beau souvenir que j'ai, il est à la fois gai et triste, c'est la rencontre avec un monsieur qui s'appelle Youssef, qui a une 60aine d'années, qui est un ancien instituteur, qui vivait à la rue à Marseille, et quelqu'un d'extrêmement cultivé, avec qui on avait tous plaisir, toutes les associations le connaissent, à aller discuter un temps avec lui, mais même en dehors de nos temps de maraude, passant là, en promenant en vélo, à pied, etc. Et ce monsieur nous a quittés il y a quelques jours, et il nous manquera, mais pas qu'à nous, pas qu'à moi, mais à toutes les associations. Et vous voyez, ce sont ces rencontres-là qui restent marquées dans nos têtes quand on est bénévole. Et c'est peut-être aussi quand on est un petit peu fatigué de notre engagement, ce qui fait que c'est notre énergie, c'est notre carburant et on y retourne. Le retour au terrain, c'est effectivement très, très important. C'est vrai aussi dans nos activités à nous, et j'ai toujours énormément de plaisir à retourner rencontrer des sociétaires, des élus mutualistes ou des salariés sur le terrain. La pauvreté n'est plus la même aujourd'hui que celle qui existait au début des Restos du Cœur. On a déjà eu l'occasion d'en parler, parce que finalement aujourd'hui, et c'est certains des responsables des Restos du Cœur qui le disent, j'ai lu une autre interview sur ce sujet en disant aujourd'hui on peut être salarié, et pourtant, on peut être vraiment dans la pauvreté. Donc, vous qui connaissez bien comment les choses ont évolué et quelles sont les perspectives éventuelles pour améliorer cette situation. En 1985, lorsque Coluche a créé les Restos du Cœur, à l'époque, on parlait de nouveaux pauvres. C'était le chômage de masse, et puis on voyait apparaître effectivement des longues files d'attente de personnes qui avaient faim dans un pays, le pays de la bouffe, où, comme il le disait, on a des stocks de nourriture et on les détruit pour réguler un marché européen. Aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence, sauf que ces nouveaux pauvres, aujourd'hui, sont encore plus pauvres et sont surtout plus nombreux. Rendons-nous compte des chiffres, vous évoquiez tout à l'heure, 8,5 millions de repas la première année, 171 millions de repas l'année dernière. Donc ce sont des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Et oui, on constate de plus en plus de personnes qui travaillent, qui viennent au Resto du Cœur, entre 2 heures de pause, en ayant un boulot, une famille, souvent, et puis qui nous disent très simplement, moi, quand j'ai payé mon loyer et mes charges de logement, je n'ai plus un seul euro en caisse, plus un. Et il me reste peut-être 2-3 semaines dans mon mois à finir. Voilà, ça c'est la réalité. Au milieu de cette réalité, il y a des gens qui s'en sortent et qui nous disent, mais moi, grâce à vous, j'ai pu retrouver confiance en moi, j'ai pu retrouver de l'estime, j'ai pu accéder à un droit auquel je n'avais pas forcément imaginé avoir la possibilité d'accéder. Et ce sont ces réussites-là qui font que le combat, il continue.
Et j'allais dire, j'ai pas de solution miracle à proposer. Je suis pas un homme politique et je compte pas le devenir. Mais notre seule réponse est l'action. C'est d'alerter, ce qu'on a fait l'an dernier fortement, ce qu'on continue à faire tout au long de l'année, et puis c'est agir. Et cette action, elle reste humble et modeste. Voilà. Ouais, vous continuez à agir. Il y a un public qui nous a beaucoup frappé. D'ailleurs, dans notre dispositif de soutien, nous avons souhaité à l'orienter vers cela. C'est notamment ce public des enfants. Hein, et vous le disiez, il faut éviter que les enfants d'aujourd'hui deviennent les bénéficiaires de demain. Vous avez organisé l'opération Radio Resto il y a quelques semaines. Avec votre soutien. Avec notre soutien, qui était également très orienté là-dessus. Je crois que là, vraiment, vous avez un thème incroyable. Parce qu'imaginez que des enfants soient aujourd'hui dans la souffrance, que des enfants puissent ne pas manger à leur faim, en France, c'est juste insupportable. C'est inadmissible, inacceptable. On ne peut pas aujourd'hui accepter que les bébés que nous voyons dans nos centres, ce seront les parents que l'on verra dans 20 ans. C'est pas possible. Et on voit évoluer ces chiffres. C'était 110 000 bébés il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est 128 000. C'était 126 000 l'an dernier. À quel moment, tous ces enfants de moins de 3 ans, on va se dire qu'on doit leur donner une chance, une seule chance de s'en sortir en leur tendant la main. C'est tout. On ne fera peut-être pas de miracle, mais se dire que leur apporter 100% de l'aide alimentaire et essayer de les aider sur les produits d'hygiène qui coûtent très très cher et essayer d'aider les parents, ce sont souvent des mamans seules, à mieux gérer leur avenir, les aider à trouver du temps pour chercher de la formation, chercher de l'emploi quand elles n'en ont pas, les aider dans la primoparentalité, c'est notre responsabilité. On ne peut pas rester inactif là-dessus. Donc nous, on prendra notre part avec le soutien de nos donateurs et nos partenaires et de nos équipes pour essayer de faire en sorte de changer un petit peu ça. Oui, vraiment mission fondamentale, parce que c'est là que vous pouvez un petit peu agir au-delà du quotidien, mais également pour l'avenir et pour que l'avenir de ces enfants soit un peu plus radieux et qui est juste une voie pour eux. C'est ça. Il faut juste se dire que dans quelle société voulons-nous vivre aujourd'hui ? Il y a effectivement des urgences, il y a des publics qui sont plus vulnérables, toutes les associations le disent, les familles monoparentales, et également les 1000 premiers jours d'un enfant. Ce sont des moments où on doit être là, on doit leur tendre la main et leur donner la chance que cette reproduction de la précarité ne soit pas une fatalité. Alors, 2023, des appels, des entreprises qui ont répondu, beaucoup d'entreprises, le pouvoir public un peu moins, mais la situation est compliquée aussi pour les pouvoirs publics. Nous sommes là au début de l'hiver 2024, alors comment ça se présente ? Alors oui, nous avons été aidés, entendus, et je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent. Les donateurs particuliers, les entreprises, les pouvoirs publics, les collectivités locales. Et pour autant, on conserve quelques inquiétudes. Des inquiétudes notamment sur le niveau de précarité. Personne n'aurait pu voir venir la crise du Covid. Personne n'aurait pu voir venir la guerre en Ukraine et l'inflation qui en a découlé. On a des indicateurs aujourd'hui qui nous disent « restez prudents, restez raisonnables et vigilants ». Ce que nous avons fait, même si nous avons déployé pour la 40e campagne une nouvelle aide des restos qui va permettre d'accueillir plus et de prioriser ces publics-là que nous évoquions. Pour autant, on a des inquiétudes. Donc ça veut dire qu'on devra continuer à être soutenu pour que ce niveau de soutien y soit présent, mais on restera extrêmement attentif à l'évolution de la précarité et bien évidemment on jouera notre rôle d'alerte dès lors qu'on aura à le faire et que l'on constatera que sur le terrain on a des évolutions qui sont un petit peu dangereuses. Voilà. Parfois on n'a pas envie de tout lâcher ? Non, jamais. Jamais, même si, il ne faut pas se le cacher, c'est une énorme machine, les Restos du Cœur, près de 100 000 bénévoles, 1 300 000 personnes accueillies, mais pour autant, c'est pour elles que nous sommes là. Et la moindre réussite, ce petit sourire, ce petit merci au coin d'une rue, auprès d'un café, dans un de nos centres, eh bien ça suffit à nous dire que, allez non, on n'est pas là pour nous, on est là pour ces personnes-là, et puis on a une immense responsabilité, c'est la transmission de cette association à ceux qui derrière continueront à la faire vivre. Bien sûr.
Et dans votre double fonction de président bénévole au plan national et de terrain, c'est sûr que ça doit vous motiver dans les deux sens. Oui, on voit très, très rapidement, ça me permet de voir très rapidement quels sont les effets de ce que l'on décide, mais également de prendre connaissance des besoins qui sont sur le terrain, de nos équipes, dont le travail est fabuleux, mais qui n'est pas simple non plus. Ce face-à-face avec une précarité qui est très forte, surtout sur des activités de rue, eh bien, ça permet aussi de, entre guillemets, remonter au siège, là-haut à Paris, comme on dit chez moi, pour adapter et trouver des bonnes solutions et prendre des bonnes décisions. Et le terrain est très attentif à ce qui est décidé à Paris, justement ? Oui, alors pas forcément toujours de manière très positive, mais dans nos relations avec nos associations départementales et avec nos équipes de terrain, bien sûr qu'il y a une volonté de beaucoup plus les entendre, de décentraliser un certain nombre de décisions, de déléguer. Le mot délégué est important, notamment à nos délégations régionales, mais cette proximité, ce lien que l'on doit resserrer entre les décisions qui viennent, entre guillemets, d'en haut, et puis celles qui sont appliquées, mais elles sont appliquées avec le terrain. Si je prends un exemple, cette nouvelle aide des restos qui a été décidée pendant cette année de transition et d'études, elle a été faite avec les acteurs de terrain, et mieux, avec les personnes que nous accueillons également, qui ont donné leur avis sur les décisions qui ont été prises. Et on continuera à les écouter fortement. Vous avez l'occasion de vous adresser régulièrement à l'ensemble de vos bénévoles ? Oui, très régulièrement. Tous les outils numériques nous permettent de le faire assez facilement. Et puis nous avons surtout beaucoup d'acteurs qui animent nos associations départementales et nos délégations régionales. Et il y a une animation qui est permanente et qui est, j'allais dire, pas quotidienne, mais on a des rendez-vous très régulièrement dans l'année. On a une assemblée générale qui regroupe les 400 représentants de nos associations départementales et du siège, ce qui permet d'avoir une fluidité dans nos échanges qui est importante. Et peut-être que cette série Conversations pourra également s'adresser à vos bénévoles, mais également à vos potentiels donateurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au début de cette campagne d'hiver 2024-2025 ? Déjà de remercier tous ceux qui nous soutiennent. Je crois que c'est important parce que les Restos du Cœur ne font rien sans ceux qui nous aident et nous font confiance. Dire aux personnes qui sont en difficulté, celles qui souffrent, qu'il faut tenir. Il faut briser ce mur de la honte et oser accepter la main qu'on nous tend. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune honte à être en difficulté. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis dire à nos équipes, tenir et continuer à agir, surtout. On va arriver au terme de cet échange. Et j'aurais encore quelques petites questions un peu plus personnelles pour mieux connaître Patrice Douret. D'abord, si on vous dit, quelle est la personne qui vous inspire tout particulièrement ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans des domaines très différents, que ce soit la médecine, que ce soit évidemment la solidarité. Mais j'avoue être beaucoup plus inspiré par la réussite collective. Le fait de se dire, on se rassemble, on a un objectif et on va l'atteindre. Dans tous les domaines, ça peut être la musique, très concernée notamment par les enfoirés, ça peut être la solidarité, mais dans tous les domaines. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de se dire qu'on va mettre de côté la division, on va s'occuper de ce qui nous rassemble. Et ce collectif-là, je le vois au Resto du Cœur, c'est la première chose que j'ai constatée en arrivant il y a 10 ans, et c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est quand on est capable de s'unir et de se mettre autour d'une cause, on laisse de côté tous nos a priori, tous nos avis, politiques, syndicaux, religieux, toutes ces choses-là, et on se dit, continuons, on est là pour ça. Et ça m'inspire. Un vrai dirigeant associatif qui place le collectif avant toute chose. Et la cause. Pourquoi on est là ? Bien sûr. Pour qui et pourquoi on est là ? Et là aussi, on est très proche. Parce que chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous avons une raison d'être qui est ensemble, écouter et agir. Et nous avons actuellement un plan stratégique dont la dénomination est ensemble, performant, solidaire. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au soutien que nous apportons au Resto du Cœur. Quelle est, depuis 10 ans d'action au sein des Restos du Cœur, la plus grande leçon de vie que vous ayez pu retirer ? Il y en a beaucoup et j'avoue que j'en apprends tous les jours. Mais je crois que la première leçon de vie, c'est l'humilité. On n'est que de passage. Et au Resto du Cœur, et dans la responsabilité qui est la mienne, les mandats sont très limités, on prend une machine de guerre, véritablement, bien parce sûr. Que c'est véritablement quelque chose qui roule et qui fonctionne, et on a la responsabilité de la transmettre, mais sans oublier pourquoi on est là.
Et je crois que la première leçon, c'est cette nécessité de rester humble. On n'a pas prétention à sauver le monde. Mais si quelque part on peut apporter une petite pierre à l'édifice, c'est bien. Notre précédente invitée dans cette série Conversation est Marie-Flore Leclerc, la directrice générale d'Entourage, que vous connaissez certainement. Et je lui ai demandé si elle avait une question à vous poser. Sa question, c'est comment, avec votre structure, grosse structure, hein, on a eu l'occasion de le rappeler, votre taille, votre histoire, 40 ans, Entourage c'est 10 ans, réussissez-vous à intégrer des questions d'horizontalité et de participation des personnes premières qui sont concernées? C'est une vraie priorité. C'est pas très simple. Il y a une vraie difficulté d'abord à avoir des publics qui soient là longtemps, et on a vocation à faire en sorte qu'elles soient là le moins longtemps possible. Mais ça reste une priorité. Je l'ai d'ailleurs indiqué dans le rapport moral que j'ai pu publier et lire en Assemblée Générale. Alors, on a créé, le principal outil, c'est l'Observatoire des Restos, qui a été créé il y a seulement 5 ans. Cet observatoire, il a pour objectif, par le biais d'études, directement auprès des personnes que nous accueillons, et bien sûr de nos équipes, de recueillir leur avis sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons. Et ça nous a permis notamment cette année, très fortement, de pouvoir adapter cette nouvelle aide que l'on va déployer sur la 40e campagne. C'est important de recueillir leur avis sur tout. Les décisions que l'on prend, le rythme de distribution, la nature des produits alimentaires, et notamment en les faisant participer à des ateliers cuisine avec des tests gustatifs sur les produits que nous leur mettons à disposition. Ça, c'est la première des choses, et c'est cet observatoire qui régule tout cela. Après, on a encore beaucoup de progrès à faire en la matière, et c'est notamment la représentativité des personnes que nous accueillons, jusqu'aux personnes que l'on rencontre à la rue, qui sont parfois des publics moins faciles à capter, qui ont parfois des problèmes également de connaissance de la langue. Eh bien, c'est un des enjeux des 2 ou 3 prochaines années, c'est d'arriver à faire participer toutes les personnes que l'on accueille dans nos 2348 lieux d'activité, que ce soit dans nos unités d'hébergement, hébergement d'urgence, dans les centres d'activité et dans les publics qu'on rencontre à la rue et dans nos chantiers d'insertion. Merci beaucoup, Patrice, d'être venu à nous. Avant de terminer, je voudrais juste faire petite promotion, un petit ouvrage qui vous est cher. Oui. Très à table, j'ai eu l'occasion de lire une ou l'autre nouvelle. C'est un livre de nouvelles, hein, c'est très rafraîchissant en définitive. Oui. Puis c'est un beau geste aussi, puisque pour un livre acheté, ce sont 5 repas que vous pouvez donner dans vos divers centres. Donc voilà, je le propose à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, et puis j'invite également chacun à continuer à suivre votre actualité des Restos du Cœur, et puis également à contribuer à vos actions. On le fait en étant bénévole, on le fait en étant donateur. En donnant du temps ou de l'argent, les moyens que l'on a, le temps que l'on a, mais dans tous les cas, voilà, comme disait l'autre, on compte toujours sur vous. Eh bien, on compte sur vous. Nous aussi, on compte sur vous. Merci pour continuer, et vous pourrez compter sur nous. Merci beaucoup. Merci.